Prendre les débats. Merci de prendre place. Ouais, je ne suis pas sûr qu'on entende très bien. S'il vous plaît, prenez place. Nous allons reprendre avec la seconde table ronde. Reprenons. Pour cette seconde table ronde, concevoir et organiser la résilience, j'invite à s'installer sur la scène le professeur Jean-Louis Scarangella, avocat à la Cour, récemment directeur de l'école du barreau de Paris. Vous avez aussi dirigé HEC, l'ESCP, et vous êtes responsable du module, deux modules dans notre MBA, et conseiller pédagogique. Le colonel Philippe Chevet, du commandement de la gendarmerie Outre-mer, le colonel Benoît Villeminot, de la direction des opérations et de l'emploi, le capitaine Sylvain Giraud, du bureau formation de la DG et ancien auditeur, et auditeur de la 4e promo. Pour animer cette seconde table ronde, ce n'est pas fait entrer l'accusé, mais l'écrivain, le journaliste, consultant police-justice de BFM TV, notre ami Dominique Rizet, auditeur actuel du MBA. Ah, je croyais que tu n'allais pas le dire. Et si. Dominique, je t'en prie. J'aurais dû commencer par auditeur du MBA. C'est à moi. Bonjour, mon général, messieurs les officiers, madame la professeure, messieurs les professeurs, messieurs nos invités, mes amis du MBA, bonjour à tous. Alors, cette année, on va parler de risque et de résilience. Première table ronde, le risque. Deuxième table ronde, la résilience. Je me suis juste penché sur les thèmes des 3 années précédentes. 2016, comment se prémunir du cyberchaos. C'était les thèmes donc, du colloque annuel du MBA. 2017, entre djihad et radicalisation, au pluriel. Quelle réponse au pluriel à la violence ? Et en 2018, réflexion croisée sur les nouvelles formes de terrorisme. 2019, on parle de risque et de résilience, on y est. Et on est toujours finalement dans les mêmes thématiques, puisque risque et résilience, c'est lié aux sujets qui ont été évoqués les précédentes années. On reçoit aujourd'hui, dans cette table ronde, 4 invités, que je vais vous présenter tout de suite. Le professeur Jean-Louis Scarangella. Vous êtes avocat au barreau de Paris, avocat et universitaire, juriste, professeur de finance. Vous avez dirigé plusieurs établissements d'enseignement supérieur de gestion, dont HEC Paris, le SCP Paris. Vous avez été directeur général adjoint de la CCIP. Vous êtes revenu à votre métier d'avocat. Le colonel Philippe Chevet. Vous avez vécu un événement hors du commun. Vous êtes au SEGOM, le commandement de la gendarmerie d'Outre-mer. Hors du commun en Guadeloupe, c'était en septembre 2017, la tempête Irma. Vous allez nous en parler, vous nous raconterez le caractère paradoxalement exceptionnel du phénomène, puisqu'il y a eu 3 crises plus une autre. Donc vous allez nous raconter ça, et la relative, je mets des guillemets partout, normalité de ce genre d'événement, avec des phénomènes climatiques connus, prévus, lents, qui se répètent et qui vont se répéter encore. Vous nous parlerez donc de la résilience à la fois structurelle mais aussi organisationnelle et humaine. Et ça va être important parce qu'on va parler de la structure, de l'institution, mais on va aussi parler de l'humain. Et puis le colonel Benoît Villeminot, vous êtes un ancien du GI, vous êtes à la DOE maintenant. Vous allez nous parler de l'étude doctrinale conduite actuellement par la gendarmerie nationale sur le mot robustesse, la robustesse de la femme, de l'homme, de la femme, de l'homme gendarme, nous éclairer sur la finesse sémantique entre cette robustesse et la résilience, avec au centre de vos propos l'homme, puisque c'est l'élément clé de votre réflexion. Et puis, mon ami, camarade Sylvain Giraud, puisqu'on a fait le MBA ensemble, capitaine de gendarmerie accessoirement.
Donc, toi, tu vas nous parler, et je me permets de te tutoyer, je ne l'ai pas fait, comment la gendarmerie continue, elle, à avancer sur la résilience, en particulier dans le domaine de la formation et du RH, parce que c'est extrêmement important, par ailleurs transposable à l'univers de l'entreprise tout entière. On parlera de la gendarmerie, on parlera aussi un peu du civil. Voilà, professeur, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bon, bien désormais, on l'a vu dans la première table ronde, la multiplicité, la complexité, l'imprévisibilité des risques, des menaces qui sont courues par les entreprises amènent celles-ci à adopter une approche de gestion du risque, une approche de management du risque, c'est-à-dire une approche organisationnelle, comme nous y invitait le professeur Éric Chanu tout à l'heure. C'est cette approche qui est réaliste plutôt que l'approche d'élimination, l'approche d'évitement, l'approche de prévention. Et je suis aussi la remarque finale que nous faisait tout à l'heure Monsieur Terrier. La question n'est plus de savoir si un risque va se manifester, il se manifestera, mais sous quelle forme et à quel moment. Et d'ailleurs, je pense aussi que même si l'élimination totale du risque était possible, ce ne serait pas une bonne chose, parce que cela supprimerait l'agilité organisationnelle, l'imagination, les marges de manœuvre. Ceci conduit donc les entreprises à avoir une approche proactive de la crise, visant à savoir gérer l'événement inéluctable et à en sortir renforcé, d'où le recours bienvenu depuis quelques années au concept de résilience. On sait tous que le concept est né évidemment de la physique des matériaux qui sont capables de résister à un choc en restant malléables et en revenant à leur forme initiale. Et nous savons tous que Boris Cyrulnik a appliqué le mécanisme aux sciences sociales, comportementales, en définissant la résilience des individus comme la faculté de ceux qui ont subi un traumatisme et qui l'ont surmonté à en ressortir plus fort. Par analogie, donc, la résilience d'une entreprise, la résilience d'une organisation, c'est sa capacité à résister au choc en cas de crise, à continuer son activité et à en sortir renforcée. Le problème, c'est que si la résilience est un mécanisme, je pourrais dire, inné chez les matériaux et chez certains individus, ce n'est pas le cas au niveau des entreprises. Et les entreprises qui veulent être résilientes, c'est-à-dire être capables de survivre à une crise, doivent s'y préparer. Elles doivent organiser la résilience en cas de crise. Et cette approche est aujourd'hui un volet majeur, compte tenu évidemment de la présence, de l'inéluctabilité du risque, un volet majeur de la stratégie d'entreprise. C'est dire que c'est une question qui relève de la direction générale, je dirais même, en personnalisant, du directeur général, qui doit s'y impliquer et jouer un rôle majeur dans les plans de continuation d'activité, par exemple, et dans la conduite de la crise quand il y a crise. J'ajouterais aussi que même s'il y a en matière d'organisation de la résilience en organisation un certain nombre de points communs, de principes communs, il faut bien prendre garde que chaque entreprise a une spécificité fondée sur son identité, fondée sur sa culture, et que donc l'organisation d'un plan de résilience, ce n'est pas du prêt-à-porter, mais ce doit être du sur-mesure. Et j'invite notamment les entreprises qui font appel, et elles ont raison, à des cabinets de gestion des risques, à bien vérifier qu'on ne leur propose pas des solutions standards, mais qu'on fait
du sur-mesure. C'est tout à fait essentiel. Alors, l'organisation de la résilience en cas de crise, ça appelle bien sûr une politique préparée par le comité de direction qui se traduit en plan d'action et en plans d'action qui sont testés et qui sont évalués régulièrement. Si j'avais le temps de traiter l'ensemble du sujet, je commencerai à vous parler de l'avant-crise, de la crise et de l'après-crise. Comme je dois choisir, afin de ne pas tomber sous les feux de notre cher animateur, je vais vous parler de ce qui me semble le plus important. Et très rapidement, ce qui est le plus important, c'est l'avant-crise. C'est la préparation de l'entreprise, c'est l'armement face à l'événement. L'avant-crise, c'est un long travail de préparation amont sur lequel je distinguerai 8 axes. D'abord, en étant très pratique, il s'agit de nommer un directeur des risques, peu importe le titre, mais cela revient à ça, ou un coordinateur de la gestion de crise identifié, reconnu et appartenant au comité de direction de l'entreprise. Cette appartenance au comité de direction de l'entreprise est essentielle et il s'agit d'avoir une personne qui connaisse profondément l'entreprise, qui soit proche, qui appartienne à la direction générale et qui soit reconnue comme telle. Le deuxième point, cela a été fait dans le premier débat, je serai court, c'est évidemment de cartographier l'ensemble des menaces et des risques pour pouvoir s'y préparer, pour pouvoir s'y évaluer. Troisième point, concevoir des outils de veille et de détection de signaux d'alerte, en utilisant évidemment, en faisant appel, on l'a vu tout à l'heure, à toutes les techniques d'information, de communication qui permettent notamment de recueillir les signaux faibles et de les interpréter. C'est notamment extrêmement important de recueillir ces signaux parce que la décision du coordinateur de crise, la première décision qu'il devra prendre en la faisant valider par le directeur général, c'est de savoir si l'organisation est en crise. Déclencher le mécanisme et le plan de crise est en soi une décision majeure. Mal le faire et au mauvais moment, c'est-à-dire dire on est en crise alors que c'est un phénomène qui va pouvoir se gérer sans faire appel à tout l'appareil, c'est extrêmement grave, tout aussi grave que de ne pas déclencher la crise. Le quatrième axe avant la crise, c'est de mettre au point, bien entendu, les cellules de crise, la cellule de crise, les cellules de crise, je dirais pour ma part les cellules de crise à 2 niveaux, une cellule décisionnelle qui implique, et le décideur c'est le directeur général, le président de l'entreprise, qui prend les décisions essentielles sur proposition d'une cellule opérationnelle qui va évidemment analyser les signaux, les informations, les recueillir et faire proposer des plans à la cellule décisionnelle. Nous sommes toujours en amont de la crise, dans la préparation du plan, et bien entendu, dès lors que les cellules de crise et les membres des cellules de crise sont identifiés, il faut les former, il faut préparer les équipes, c'est-à-dire les membres de la cellule, mais aussi les experts. J'insiste une seconde sur les experts, parce que on a constaté dans beaucoup de cas que les entreprises, face à une crise, ne savaient pas quel était le potentiel, la richesse d'expertise en leur propre sein. C'est en avant qu'il faut préparer avec des choses aussi simples, qui parle telle langue, qui est allé dans tel pays, qui a telle ou telle expertise. Tester les cellules par des exercices de gestion, des tests, des wargames, c'est essentiel. Il est essentiel aussi que ces tests, ces wargames se fassent avec l'appui et la relation avec les forces de l'ordre, avec la gendarmerie, et le travail en univers mixte à la fois entreprise et l'univers de la gendarmerie est essentiel, et c'est d'ailleurs l'un des sens de une des particularités, la particularité de notre MBA. Éprouver les processus, éprouver les hommes, se lancer dans un processus
d'apprentissage. Évidemment, définir et écrire, les process doivent être écrits avec les responsabilités de chacun. Inclure dans ces process l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise. La crise, ça ne concerne pas simplement l'entreprise, mais l'amont de l'entreprise, les fournisseurs, l'aval de l'entreprise, les clients. Donc c'est l'ensemble de la chaîne de valeur qui doit être pensé dans le dispositif de crise, sans oublier, bien entendu, les questions, et c'est majeur, d'information et de communication. J'en terminerai évidemment en 3 mots, en vous disant, vous l'avez vu, qu'une entreprise résiliente, c'est une entreprise qui est capable de maîtriser l'inattendu, le risque majeur, grâce à un travail amont sur l'identification des menaces, sur la préparation organisationnelle, sur la formation, la simulation. Je conseille pour ma part le maximum de transparence sur l'existence d'un dispositif de gestion des crises au sein d'une organisation. Évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'extérieur, ce serait contre-productif. Mais en dire le maximum est essentiel. Essentiel, évidemment, pour que les gens concernés par la crise soient au courant, informés, mais plus encore essentiel parce que l'existence d'un plan de crise et d'une formation à la crise est un élément du management, est un élément qui permet à l'ensemble des personnels d'une organisation d'acquérir, d'augmenter la confiance, la fiabilité par rapport à l'équipe et la vision que l'entreprise est une unité pensée et managée. Merci. Bravo. Merci, professeur. Passionnant. On va y revenir tout à l'heure. On avait prévu des œufs mollets, vous nous avez fait des œufs durs. C'est pas 5 minutes, c'est 10 minutes. Mais vous êtes pardonné. Mon colonel, on va parler d'Irma, de la tempête. Vous voulez parler debout ou assis? De toute façon, vous parlerez. 1, 2, 1, 2, vous m'entendez? Bon, très bien. En présence de son avocat. Bien, bonjour à tous. Bon, je vais donc... il m'est demandé de vous parler de Irma, de la gestion de la crise Irma par la gendarmerie, donc en quelques minutes. Et j'ai demandé ce qu'il y ait des cartes. Alors, je ne sais pas si ça peut apparaître. Première carte. Sinon, je vais parler sans carte. Alors, voilà. Donc, pour planter un peu le décor, donc, je vais vous présenter rapidement l'action de la gendarmerie à Irma et en tirer quelques conclusions avec vous. Alors, tout d'abord, la crise Irma est exceptionnelle puisqu'il s'agit en fait d'une succession de crises. J'appelle ça 3+1. C'est-à-dire que sur une échelle alors, de Saphir-Simpson, qui va de 1 à 6, on connaît Katrina, qui est un ouragan célèbre aux États-Unis, qui était du niveau 5. Et là, en fait, on a eu en 20 jours 3 ouragans de force 6. Irma, qui est passé en plein sur Saint-Martin. José, qui a filé 3 jours après, filé sur Saint-Martin, mais finalement, heureusement, au dernier moment, est allé plus loin. Et enfin, Maria, qui lui est passé sur la Guadeloupe et en plein sur la préfecture et le commandement de la gendarmerie à Saint-Claude. Voilà. Donc 3 ouragans. On n'avait jamais eu ça en un siècle. Et donc, à chaque fois, il faut penser que la population se calfeutre pendant 24 heures avant et puis quasiment 24 heures après. Voilà. Ce qui fait que la gestion de crise est particulièrement difficile. Je parle de 3+1, puisqu'en fait, en même temps, on a eu la venue à plusieurs reprises de la ministre des Outre-mer et celle du président de la République. Donc, la gendarmerie était occupée pendant ce moment. Deuxième point, la gestion de crise est normalement interministérielle. Et Irma est avant tout une opération de secours. Mais du fait de l'effondrement des services publics pendant les 10 premiers jours, la gendarmerie a occupé l'avant-scène car elle était restée la seule force résiliente. Enfin, il s'agit pour moi d'une crise moyenne finalement, puisque les habitants avaient eu le temps de se calfeutrer, il y a eu moins de 10 morts, et le pire serait en fait un séisme dans lequel on pourrait avoir un effondrement de toutes les administrations, et bien sûr peut-être 20-30 000 morts. Les enseignements tirés de cette gestion de crise pour la gendarmerie. Tout d'abord, l'importance de la formation militaire pour les acteurs locaux. Un chef prépare son action, c'était le général Descoux, commandant la gendarmerie de la Guadeloupe et dont une compagnie est à Saint-Martin. Et d'où l'importance de la méthode de raisonnement tactique qu'on doit encore apprendre à enseigner à l'EOGN. Et donc,
Le chef a le temps de réfléchir avant son action. Donc il y a la conception de la manœuvre, la capacité ensuite d'élaborer des ordres en cours d'action en fonction de l'évolution. Enfin, la capacité à changer de braquet et éventuellement même à penser hors du cadre. Sur cette crise Irma, le général Descoux, donc au début, pensait gérer cette crise à son niveau. C'est pourquoi, en fait, l'ouragan Irma devait passer à la fois soit sur le Saint-Martin, soit sur la Guadeloupe. Et donc, il a pensé s'occuper de la Guadeloupe en priorité et ne s'est projeté sur Saint-Martin que 2 jours après. Une fois sur place, il s'est rendu compte de l'ampleur de la catastrophe. Et ce n'est plus un escadron qu'il a demandé, mais 6 escadrons. Avec l'arrivée des ouragans successifs, eh bien, il a passé un certain nombre de braquets, puisque là, c'est de la boîte à outils de la gendarmerie qui a été utilisée, avec la projection du centre de planification de la gendarmerie, tous les escadrons, les antennes GIGN, enfin voilà, les pilotes de drones, enfin tout y est un peu passé. Et pour finir, c'est la capacité à penser hors du cadre, c'est-à-dire, vu l'ampleur de la catastrophe, et la compagnie de gendarmerie locale qui était quand même aussi sous le choc de cet ouragan, eh bien, le général Descoux a pris la décision de territorialiser les escadrons, c'est-à-dire que les commandants d'escadrons de gendarmerie mobile se sont retrouvés en fait les chefs territoriaux et les restants des gendarmes départementaux en fait étant en appoint. Voilà. Ce qui était vraiment une nouveauté. Je vais parler maintenant de la résilience, puisque c'est le cœur de ce sujet, du dispositif de la gendarmerie. Les gendarmes étaient logés sur leur lieu de travail, ce qui fait toute la différence avec les acteurs des autres administrations, puisque les routes étaient bloquées et les acteurs de la gestion de crise pensent en premier lieu à leurs familles. Donc là, les familles étaient protégées dans les locaux de la gendarmerie. Et il faut rajouter que sur Saint-Martin, quasiment la moitié des personnels sont des gens en mission de courte durée pour 3 mois, c'est-à-dire les gendarmes mobiles et les gardes républicains, donc sans famille. Donc tous ces acteurs ont travaillé avec des conditions de travail et de vie particulièrement rustiques, parce qu'il n'y a pas eu de douche ni de toilette pendant quasiment 3 semaines. Et je pense notamment à un certain nombre de femmes qui étaient engagées sur le dispositif et qui se sont lavées avec des lingettes pendant quasiment 10 jours. Donc on a eu des gros problèmes d'eau. Il faut penser, alors vous voyez avec cette carte, les problèmes de décalage horaire avec Paris, parce que quand on est outre-mer, on travaille pendant la journée et la nuit, on travaille avec Paris. Voilà. Ce qui, au bout d'un moment, est compliqué. Voilà. Alors, outre-mer, on sait que la gestion de crise, c'est pendant 48 heures, on doit se débrouiller tout seul. Et la gendarmerie de Guadeloupe avait préparé avait des plans prêts pour une crise, mais pas forcément pour une telle ampleur, bien évidemment. Et donc, non seulement le commandant de la gendarmerie a été résilient pendant 48 heures, mais en fait c'est quasiment pendant 10 jours non-stop. Je voudrais insister sur l'importance de la gendarmerie mobile et des réservistes, puisqu'en fait c'est grâce à ces acteurs que l'on est capable de monter en puissance, voilà, grâce à leur résilience et leur apport et leur adaptation. Je voudrais insister aussi sur le rôle du corps de soutien, sans qui, donc officiers, sous-officiers, sans qui en fait la manœuvre logistique et de ressources humaines eh bien, n'aurait pas pu avoir lieu, parce qu'il a fallu à un moment évacuer les familles de gendarmes qui étaient à Saint-Martin et accompagner l'arrivée massive de plus de 700 gendarmes en renfort. Je finirai mon propos sur 3 aspects particuliers. La communication, la cohésion, la subsidiarité. La communication de crise et la visibilité. Pourquoi ? En fait, les gendarmes, c'est le seul bémol que je retiens de cette opération, c'est que les gendarmes étaient tellement préoccupés pour travailler et pour apporter assurer leur mission, qu'ils n'ont pas pensé à leur visibilité. C'est bien qu'on s'est retrouvé en fait avec des gendarmes qui n'étaient pas en tenue. Ils étaient en vert, ils étaient en bleu, ils étaient en noir, mais ils n'étaient même pas panachés. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, alors qu'ils étaient partout, aux yeux de la population, ils étaient nulle part. Voilà. En plus de ça, leurs véhicules étaient pour la plupart détruits. Donc ce sont des sociétés de location qui leur ont prêté leurs véhicules. Et en fait, les gendarmes étaient dans un véhicule blanc, mais sans flocage gendarmerie. Ce qui fait qu'en fait, alors je vous parle aussi des fake news, toutes les nouvelles qui ont perturbé la manœuvre. Et en fait, la population s'est sentie abandonnée alors que les gendarmes étaient partout. Parce que 700 gendarmes sur une petite île comme ça, ils étaient présents. Donc en fait, voilà, il faut penser
à la couleur et à la tenue. La gendarmerie, c'est la force de la résilience, c'est la sérénité, c'est la coiffe, c'est la visibilité. Et le bleu, c'est la normalité, le noir ou le kaki, c'est l'exceptionnel. Et donc ça, c'est une des leçons qui a été retirée de cette gestion de crise. Deuxièmement, la cohésion. Je serais tenté de dire qu'on a eu la crise au bon endroit au bon moment. Puisque sur place, en fait, il y avait d'excellentes relations à tous les niveaux, que ce soit au sein de l'état-major de la Guadeloupe, entre l'état-major, les compagnies, entre les gendarmes départementaux et les gendarmes mobiles. Le général Descou connaissait bien le terrain, puisqu'il y était... il est affecté depuis 1 an et demi. Et c'est toute la différence, par exemple, pour la gestion de crise, avec le préfet qui est arrivé quelques jours avant. Forcément, on ne peut pas agir avec la même connaissance du terrain. Je finirai par la subsidiarité. On a eu, oui, beaucoup de chance, même si la chance se travaille. Il faut toujours avoir l'idée que avec la subsidiarité, on travaille jusqu'à ce qu'on ne puisse plus et on passe à l'échelon supérieur. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'en fait, tous les acteurs locaux, la préfète, les chefs de service, le commandant de compagnie lui-même, étaient en fait des naufragés. Et bien souvent, on demande à des naufragés de devenir des sauveteurs. C'est toute la différence entre la préfète qui, elle, a subi l'ouragan Irma, et le général Descou qui est arrivé 2 jours après et qui, lui, était bien plus en mesure, justement, puisqu'il n'avait pas vécu ce traumatisme, et bien en mesure de gérer la crise. Voilà. Donc, en conclusion, le sauveteur ne peut pas être un naufragé. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Merci, mon colonel. Bravo pour votre travail. Colonel Villeminot, parlez-nous des hommes robustes et de la robustesse, s'il vous plaît. Alors, j'ai bien compris, mon général, madame et messieurs les professeurs, mesdames, messieurs, qu'il y avait un challenge, c'est qu'aujourd'hui on parle de résilience. Il y a un nouveau terme qui est arrivé, collapse, collapsus, et il faut que j'arrive à vous mettre dans la tête, quand vous allez repartir, le terme de robustesse. Donc c'est un défi que je vais essayer de relever. Donc au sein de la DGGN, la Direction Opération Emploi directement, il y a eu une étude qui est en cours, une étude doctrinale sur la notion de robustesse. Alors il n'y a rien de vraiment révolutionnaire, si ce n'est que cette étude permet vraiment de réfléchir, à revenir aux fondamentaux. On est parti du constat. Le constat, c'est que notre société, elle se durcit. Alors, ça a été abordé tout à l'heure, sur la notion de violence. Est-ce qu'il n'y a plus de violence aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 30 ans? Pas forcément. Il n'y a pas forcément plus d'homicides aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. En revanche, on peut dire que cette violence se banalise pas mal par la communication, les films. Et paradoxalement, on a la notion de la mort, par exemple, qui devient un tabou par rapport à la société qu'ont pu connaître nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Donc ça, c'est quand même un élément un peu nouveau. On a connu ces dernières années une évolution d'un mode d'action terroriste avec la tuerie de masse. Autrefois, nos gendarmes estimaient que voilà, s'il y avait une crise majeure, on pouvait se permettre d'attendre le spécialiste. Aujourd'hui, on a expliqué à nos gendarmes qu'il ne faut pas forcément attendre le spécialiste, qu'il y a une urgence absolue, qu'on est gendarme, et donc qu'on doit intervenir parfois immédiatement pour sauver des vies. Ça a été un changement de paradigme. On a également un autre facteur, c'est qu'il y a une certaine contestation de l'autorité de l'État, c'est que le gendarme parfois est lui-même victime de violence, parce qu'il est gendarme, parce qu'il représente l'État, et donc on va essayer de l'agresser. Il y a un point particulier, c'est une expérience personnelle, quand on s'engage en tant que gendarme sur le terrain, on quitte sa famille, et on part en patrouille, et quand on arrive en patrouille, on peut être confronté à une violence extrême. Quand on part en opération extérieure, on est conditionné pendant 4 mois ou 6 mois sur un théâtre parfois de guerre. Et psychologiquement, ça n'a rien à voir. Vous savez, c'est un petit peu comme un pilote de drone qui part de chez lui et va quelque part être confronté à une violence extrême et retourner chez lui. Le gendarme, il est confronté à cette violence-là avec ce cadre espace-temps-là, qui n'est pas celui, par exemple, d'une OPEX. Il n'a pas ce sas. Le gendarme aussi, il est confronté à la violence du quotidien, les petites et grandes épreuves du quotidien. Et c'est parfois cette usure qui fait que c'est comme une lame de fond, des vagues successives qui vont faire qu'être confronté à la mort 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est peut-être la 6e ou la 7e fois qu'il peut y avoir un effet sur le gendarme. Et la gendarmerie, donc face à cette évolution de la société, elle a déjà ces derniers temps beaucoup évolué. Elle s'est modernisée, elle a opéré une transformation numérique sans précédent. Les gendarmes, maintenant, ont leur messagerie et leur capacité à travailler sur un smartphone avec un accès aux fichiers ou des tablettes. La gendarmerie a cherché à être plus proche, plus efficace. Elle a cherché vraiment à se moderniser.
Elle a cherché à protéger, juridiquement accompagné par la protection fonctionnelle aux gendarmes. Elle a cherché à donner des outils techniques et tactiques pour permettre aux gendarmes de faire face à la violence. Mais il lui manque encore, elle doit continuer à travailler sur ce domaine-là de la robustesse, et je vais y revenir. La gendarmerie a évolué, la société s'est durcie, et notre gendarme, surtout, appartient à la société, et donc notre gendarme a évolué. Notre gendarme, il y a 30 ou 40 ans, il était peut-être un peu plus rural qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, un gendarme, il est un peu plus urbain, il est plus 2.0, il est plus connecté, il est plus sur Twitter, Facebook, et en fait, aujourd'hui, l'enjeu de la gendarmerie, c'est le contact. Alors le contact, il faut aller au contact de la population, et c'est peut-être un peu plus difficile pour quelqu'un qui a l'habitude d'être connecté sur Twitter et qui n'a pas forcément comme habitude d'aller au contact de la population, et ça s'apprend. Ça s'enseigne. Et également, le contact, ça peut aller jusqu'au contact physique, la peur du contact physique. Donc là, il y a un risque qu'on a clairement identifié. C'est pour ça qu'on veut travailler sur cette notion de robustesse. Donc la robustesse, l'idée, c'est pas de dire la résilience, c'est pas pour les gendarmes, pas du tout. La résilience, c'est la résistance à un trauma et comment se remettre de ce trauma. Donc ça fait partie intégralement de la réflexion sur la robustesse. Mais l'idée de la robustesse, c'était pas uniquement de s'intéresser au trauma, c'était de renforcer le gendarme pour qu'il puisse faire face. Et donc, ça ressemble plus à une notion d'antifragilité, mais l'antifragilité, on est sur quelque chose de négatif, on est sur la lutte contre on ne veut pas être fragile. Non, nous, au contraire, on a voulu quelque chose de positif, un message positif à délivrer à nos gendarmes, c'est qu'il fallait qu'ils soient robustes, qu'ils soient forts pour faire face à la violence de la société. L'idée, c'est de faire face pour faire perdurer un système malgré les turbulences, pour surmonter la banalisation de la violence que l'on a décrite, pour surmonter les doutes. Et c'est important que, j'y reviendrai, que tout ce que vont faire nos gendarmes fasse sens, qu'il y ait un sens à la mission. Tout est dans le pourquoi, dans la MRT. Et donc l'idée, c'est que quand on fait quelque chose, parfois on a des injonctions contradictoires. L'idée, c'est que les chefs remettent les priorités en ordre. C'est pour faire face à l'insécurité du quotidien également. L'insécurité, elle est parfois juridique. Nos gendarmes, parfois, peuvent être rebutés à l'idée de faire un usage des armes par les conséquences juridiques d'un usage des armes. C'est la peur physique également. On s'est beaucoup inspiré des travaux du docteur Chaput et des frères Vénard sur la densification de l'être, qui s'interrogent beaucoup sur le pourquoi, sur l'aspect de la compréhension du pourquoi pourquoi on intervient, quels sont nos socles de valeurs, quel est le sens de ma mission. Et c'est quelque chose qui, pour nous, était fondamental. Alors, on a travaillé dans le comment, dans la réalisation concrète, sur deux aspects. Le premier, c'est l'aspect de l'institution. Donc, on travaille actuellement sur la rédaction d'un concept d'emploi gendarmerie qui permettra d'être un petit peu un chapeau introductif à toute la doctrine que l'on met en place pour essayer de mettre un peu d'ordre et de cohérence, pour revenir sur cette notion de pourquoi en revenant sur les valeurs. Alors, il n'y a rien de nouveau. Les plus anciens ici pourraient être choqués par ce que je dis en disant « mais on l'a déjà écrit ». Oui, non, mais l'idée, c'est de remettre un petit peu en musique et de reprendre ce qui, dans tous ces écrits, fait sens et nous aide vraiment à orienter le gendarme. Et surtout, le deuxième volet, c'est surtout l'homme. L'homme, à travers trois aspects. Il y a une notion qui est importante, c'est qu'en 5 ans, la gendarmerie va renouveler, je crois, alors les chiffres sont peut-être mauvais, mais on m'a dit 50 000, quasiment la moitié de ces gendarmes en 5 ans. C'est colossal. Alors c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais c'est peut-être pas tout à fait l'ordre de grandeur, mais en tout cas, dans les années qui viennent, on sait qu'il y aura de toute façon énormément de gendarmes à recruter, à former. Et c'est le moment de faire passer ces bons messages. Alors on va travailler sur 3 leviers, enfin sur 3 cibles, le chef, le gendarme, le groupe. Le chef, pour renforcer son autorité. Et quand on parle du chef, c'est pas uniquement les officiers, c'est pas uniquement les grands chefs, c'est le chef de patrouille. Et cette notion d'autorité est intimement liée à la notion de responsabilité. Ensuite, on travaillera sur la notion de l'homme et de la femme, du gendarme, qui doit être robuste. Et là, on travaille sur la robustesse. Et mon camarade en parlera. À travers la formation, on peut faire énormément de choses pour rendre le gendarme plus robuste. Et le dernier aspect, c'est le groupe, la cohésion du groupe. Car on sait très bien que le meilleur des gendarmes tout seul n'est rien face au groupe. Et il suffit de faire quelques stages de cohésion, quelques stages commando pour se rendre compte très vite que tout seul, on n'est pas grand-chose et que la force, c'est le groupe. Donc, pour conclure, trois petits éléments. Le premier, c'est que pour contribuer à la résilience d'une institution, renforcer la robustesse du gendarme
est une bonne méthode, évidemment. Miser sur l'homme, miser sur sa robustesse, ça permet de rendre la gendarmerie plus résiliente et l'État plus résilient. Et après, il y a deux notions qui me reviennent et que je rajoute suite à tous les propos que j'ai entendus. Il y a une notion qui m'intéresse, c'est la crise dans la crise, et avec cette notion de collapse. Ce qui est intéressant quand on gère une crise, et pour les futurs gestionnaires de crise que vous serez, pour les officiers de gendarmerie, pensez que parfois, vous-même, vous pouvez être en crise. C'est-à-dire que quand vous arrivez pour régler une crise, vous arrivez chez des gens qui sont en crise, et vous arrivez pour résoudre des crises, vous êtes le professionnel de la crise. Le simple fait d'arriver ordonné, ça va aider à résoudre la crise. Mais vous-même, la crise peut être telle que vous pouvez être vous-même désordonné. Et ça, c'est une notion qui me semble importante, et ça se prépare également. Ça se prépare dans des exercices. On inclut dans l'exercice la blessure, la mort d'un chef, d'un cadre, par exemple. Ensuite, le deuxième point qui me semble intéressant, c'est la notion de gestion de l'information. Dans une crise majeure, vous allez avoir énormément d'informations qui vont arriver, et il faut absolument essayer de tirer d'aller chercher les renseignements essentiels. Avec la tuerie de masse, on a bien vu que pendant 1 heure ou 2 heures, c'est le brouillard de la guerre. On ne sait pas ce qui se passe. Et donc la difficulté, c'est que vous avez trop d'informations, elles ne sont pas forcément consolidées, ça va trop vite. Et la difficulté, c'est les fake news. Et la fake news, il suffit qu'il y ait une mauvaise information, et parfois on met énormément de temps à tuer cette fake news. Parce que les états-majors s'auto-alimentent, et en fait une information qu'on a démontée soi-même, elle revient une demi-heure après. Est-ce que vous êtes vraiment sûr ? Et on perd du temps avec ces fake news. Voilà, j'ai trop parlé, j'arrête là. Merci. Je confirme, vous avez trop parlé, mais vous avez bien parlé, comme vos camarades juste avant. Sylvain, à toi de faire court. Merci Dominique. Mais tu peux même parler un peu. Tu peux pardon. parler un peu quand même. Très bien. En général, mesdames et messieurs, chers camarades, donc, pour ma part, je vais évoquer avec vous aujourd'hui la résilience à travers la formation. Comment former le gendarme à être résilient. Alors je préfère tout de suite commencer par vous présenter mes excuses. Je n'ai pas de méthode miracle. Je ne vous présenterai pas ici de cours de résilience. Ça n'existe pas, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Je vous propose de partir dans un premier temps sur la base de 2 postulats. Le premier, c'est que la résilience d'une institution, alors je vais parler à travers le spectre de la gendarmerie qui m'est plus familier, mais on peut le transposer facilement au monde de l'entreprise, au monde civil. La résilience d'une institution, c'est la somme des résiliences individuelles qui la composent, auxquelles, bien évidemment, on ajoutera les structures organisationnelles qui permettent de faire face à une crise. Le deuxième postulat, mais ça a été bien évidemment évoqué par le colonel Vimino, c'est l'écart criant aujourd'hui entre la société dans laquelle nous vivons et le quotidien du gendarme. Partant de ces 2 postulats, nous pouvons dire que la formation est le principal levier pour réduire cet écart, pour réduire ce fossé, améliorer la résilience des individus et donc la résilience de l'institution. Alors, comme je vous le disais, il n'y a pas de méthode miracle pour la résilience. Par contre, il y a une multiplicité de leviers. Je pense que c'est peut-être ça qu'il faut retenir. Alors ces leviers, je vous propose de les évoquer successivement en 3 groupes. Il s'agit de la préparation technique et tactique, d'une part, de la préparation physique et psychologique, d'autre part, et enfin de la préparation éthique et émotionnelle. On va revenir sur tous ces termes. Je vous propose d'imaginer, pour bien comprendre, une structure pyramidale au sommet de laquelle vous allez trouver l'individu résilient. Et au sommet de cette pyramide, le premier bloc que vous allez trouver, ça va être la préparation technique et tactique. En d'autres termes, c'est le domaine métier. Je suis gendarme en brigade. Mon métier, c'est d'intervenir et de protéger la population. J'ai besoin d'avoir une préparation technique et tactique pour faire face à toutes les situations que je rencontre. Alors, cette préparation, elle doit bien évidemment passer, et ça a été évoqué, par la mise en œuvre de mise en situation. Et je me permets de faire le parallèle avec le monde civil, le monde de l'entreprise. Professeur, vous avez parlé de tests, de wargame. En gendarmerie, nous pratiquons des mises en situation pour apprendre à nos gendarmes à faire face à telle ou telle situation. Alors, il ne s'agit pas d'apprendre par cœur des schémas tactiques, mais en tout cas d'acquérir certains automatismes pour pouvoir faire face en situation réelle.
Enfin, deuxième bloc, donc on va descendre d'un étage. Il s'agit de la préparation physique et psychologique. Alors, préparation physique d'une part, le sport, la pratique d'une activité physique, la préparation physique opérationnelle, comme on a tendance à l'appeler nous en gendarmerie, permet de développer bien évidemment les capacités physiques, mais aussi de véhiculer un certain nombre de valeurs. Le goût de l'effort, du dépassement de soi, qui sont des éléments qui participent énormément à la résilience. Et de manière aussi beaucoup plus triviale, la pratique d'une activité physique, et là je ferai peut-être aussi le parallèle avec le monde civil, permet forcément d'être en meilleure santé et d'avoir un effet direct sur la motivation des personnels et également leur disponibilité. Je pense à l'absentéisme au travail, les maladies. Il y a des études scientifiques qui sont extrêmement intéressantes et qui montrent clairement le lien. Voilà. La difficulté étant, aussi bien dans le monde de l'entreprise que pour nous en gendarmerie, de dégager du temps pour entretenir notre condition physique, avec des effets positifs immédiats. Enfin, deuxième aspect de cette préparation physique et psychologique, l'aspect psychologique, lui, permet d'agir sur la force mentale. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans les armées d'esprit guerrier. Il s'agit ni plus ni moins de ça. Il s'agit d'apprendre à nos gendarmes à gérer leur stress, à faire face à des situations traumatisantes. On a parlé de confrontation à la mort. Aujourd'hui, nous avons dans les écoles de gendarmerie un module qui s'appelle l'OPIC, optimisation du potentiel individuel et collectif, au cours duquel nous évoquons justement cette notion de confrontation à la mort, auquel la jeune recrue d'aujourd'hui n'est plus forcément confrontée avant de rentrer en gendarmerie. Et puis nous travaillons également sur les techniques d'optimisation du potentiel, les TOP, qui sont des techniques de gestion du stress et de récupération physiologique développées par les armées. Donc je n'ai pas le temps de développer ici, mais vous pouvez googliser le professeur Edith Perropierre, qui est un médecin militaire des armées qui a développé ces techniques au début des années 90. Et donc ce deuxième bloc vient lui-même s'adosser sur le socle initial, sur lequel je vais peut-être m'étendre un tout petit peu plus longtemps si Dominique me le permet. C'est la préparation éthique et émotionnelle. Qu'est-ce qu'on entend par là ? On entend par préparation éthique ce que nous appelons dans les armées et dans la gendarmerie l'esprit de corps. Alors l'esprit de corps, ce n'est pas seulement une notion un peu désuète où on va parler de traditions, de cérémonies qui sont notre héritage du passé. C'est aussi cet esprit de corps, ce qui nous permet de véhiculer des valeurs, de donner du sens à l'engagement du gendarme, qu'il traverse une crise mineure, un simple contrôle routier qui va peut-être mal tourner, ou une crise stratégique pour l'institution, telle qu'on l'a connue sur Irma. Donc cet esprit de corps est extrêmement important, et dans toutes les situations, le gendarme doit pouvoir s'y raccrocher pour donner du sens à son engagement. Alors il s'agit évidemment de donner du sens dès la formation initiale, et puis évidemment cette flamme que l'on fait naître au cours de cette formation, il faut l'entretenir tout au long de la carrière. Et puis le deuxième volet de cette préparation éthique et émotionnelle, c'est, et ça a été déjà évoqué, l'esprit de cohésion. L'esprit de cohésion, on l'a vu dans le monde de l'entreprise, il est également extrêmement important. Il a été révélateur sur l'opération Irma. Il y a une image que je trouve intéressante qui a été développée par monsieur Franck Ducommun, qui est un coach en entreprise, pour faire le lien avec le monde de l'entreprise, qui est celle du sarment de vigne. Il explique que vous prenez une branche, un sarment de vigne seul, vous allez réussir avec vos deux mains à le briser facilement. Vous prenez plusieurs sarments de vigne, vous allez essayer de les briser, vous allez y arriver, parce qu'ils sont tous désolidarisés les uns des autres. Par contre, si vous les attachez entre eux avec un lien, une ficelle, une corde, et que vous tentez de les briser, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés, voire même vous n'allez pas y arriver. Donc l'esprit de cohésion, c'est ça, c'est créer du lien entre les individus pour que le groupe soit plus fort. Pour conclure, parce que je pense qu'il est temps, je voudrais juste m'arrêter sur la militarité de la gendarmerie. Donc, nous aimons beaucoup parler de notre militarité et nous en sommes très fiers. Cette militarité, je pense qu'elle est en effet extrêmement importante quand on parle de résilience, puisqu'à travers la militarité, on peut jouer sur l'ensemble de ces leviers, techniques et tactiques, physiques et psychologiques, et éthiques et émotionnels. Donc à nous de la faire fructifier et de l'entretenir.
Voilà, je vous remercie. Merci Sylvain. Ça marche. Merci Sylvain. Moi, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur ce que tu viens de dire là, sur l'esprit de corps, la cohésion, mais qu'on vous fasse dire en 30 secondes chacun, professeur, esprit de corps, cohésion, 30 secondes. Bien sûr, Ramener à l'entreprise. Bien sûr, une entreprise, c'est une équipe. Hein, donner l'apprentissage à cette équipe de travailler ensemble à l'occasion d'une crise, sous la responsabilité d'un leader, du patron de crise, c'est essentiel. Et c'est à ça que sert l'entraînement, l'apprentissage, les wargames. Et je me suis tout à fait reconnu, enfin j'ai tout à fait reconnu des situations que j'ai connues. Est-ce que vous disiez quelque chose ? Cohésion dans l'entreprise. Cohésion dans l'entreprise, dans l'équipe, dans l'entreprise. Hein ? Et confiance. Et confiance. Mon colonel. Juste un témoignage sur Irma. Alors moi, je suis parti dans les premiers renforts en fait comme observateur. L'objectif c'était parce que je suis basé à Arcueil et l'objectif c'était de voir l'étendue des dégâts pour on va dire la phase de reconstruction. Et sur place, je me suis retrouvé finalement acteur pour monter un état-major de crise, mais pour la logistique en Guadeloupe, ce qui fait que je ne suis pas allé à Saint-Martin. Voilà. Ouais. Mais la cohésion, c'était aussi à Paris. Et donc, ce que je peux voir, c'est que, en fait, tout s'est fait de façon vraiment très fluide. C'est-à-dire qu'on a senti un peu comme si on était poussé, moi-même poussé dans le dos par un grand vent, un grand élan de solidarité. Solidarité, tout le monde était prêt à partir pour Saint-Martin. Les renforts sont allés très vite. Quand on a fait appel à des volontaires, il y a eu plusieurs milliers de volontaires pour servir Saint-Martin. Et c'est vrai que c'est là qu'on a vraiment vu la solidarité, la cohésion, l'esprit de cohésion de la gendarmerie. L'esprit de corps dans la robustesse ou la robustesse dans l'esprit de corps ? J'ai bien aimé l'image du serment de vigne. C'est pas une addition de valeurs, enfin de potentiel individuel. C'est vraiment beaucoup plus fort que ça. Et on se rend compte que à plusieurs, vraiment, c'est pas la somme et c'est pas la somme de ces qualités-là. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la gendarmerie a évolué, mais en situation de crise, aujourd'hui, on constate quand même que nos gendarmes sont globalement au rendez-vous. Et donc ça veut dire qu'ils ont évolué, mais on a quand même réussi à leur transmettre un socle de valeurs. Ils ont compris instinctivement, et peut-être que c'est le phénomène de groupe qui le fait, et c'est peut-être naturel. On se rend compte que quand les gens sont en groupe face à une adversité très forte, eh bien la mayonnaise prend et effectivement l'esprit de groupe est plus fort que tout. Oui, si je peux me permettre de rajouter, le groupe, c'est une personne supplémentaire par rapport aux individus qui peut agir en résonance avec ces individus. Et les phénomènes de résonance au sein d'un groupe, c'est formidable. Hein. Professeur, vous parliez tout à l'heure de la proactivité. Vous disiez les entreprises doivent se préparer à la résilience. Mais comment est-ce qu'on peut se préparer à quelque chose qu'on ne connaît pas ? Parce qu'on ne sait pas comment l'entreprise va réagir forcément. On ne sait pas comment les gens vont réagir. Comment est-ce qu'on peut se préparer à quelque chose qui est un mystère total ? Oui, bien sûr. Justement le Chateaubriand, je crois bien, a écrit « Le péril s'évanouit quand on ose le regarder en face ». Le péril s'évanouit quand on ose le regarder en face. Ça s'applique aux entreprises comme aux individus. Regarder en face le péril, c'est justement se préparer à faire face ensemble au péril. Identifier, je ne vais pas recommencer la litanie de mes propos, mais identifier les risques, identifier les responsabilités, cellules de crise en situation de risque et s'entraîner à travailler ensemble, à les contrer. Et l'un d'entre nous a dit tout à l'heure également qu'à certains moments, l'individu était seul et il devait improviser, ou en tous les cas, agir dans la solitude. Ça fait partie aussi de l'apprentissage. En aparté donc, de ce colloque, en le préparant, vous disiez que la recherche en matière de résilience dans l'entreprise n'est pas encore très développée. En France, chez nous, pourquoi ? Parce que la prise de conscience est récente. Hein. Elle aurait dû être antérieure. Et on a pensé à certains moments qu'on pouvait éliminer le risque, éviter le risque. Aujourd'hui, on a conscience les uns et les autres que le risque est inévitable.
Et de ce fait, on met l'accent sur sa capacité à s'organiser pour réagir et se renforcer en situation de risque. Oui. Mon colonel, sur Irma, vous avez dit tout à l'heure une phrase. Est-ce que la résilience pour un chef, ça impose de commander autrement, différemment? Les chefs, pendant. Alors moi, j'étais pas avec le général Descoux, parce que lui, il était à Saint-Martin. Mais vous avez vécu quand même l'événement. Alors, est-ce que ça impose de commander différemment? Non, je crois que les choses se sont fait vraiment naturellement. C'est-à-dire qu'en fait, il a commandé comme il était en Guadeloupe. Je disais tout à l'heure, mais pas comme d'habitude. Qu'en fait, les choses étaient fluides. Et sur place, les gens ont obéi d'amitié. Enfin, ça peut pas être le même type de commandement qu'habituellement, sur place. Je crois que le cadre est différent. Quand on est dans le cadre habituel, les gens pensent à un moment, le temps de travail est compté, on rentre chez soi. Là, les compteurs étaient libérés, c'est-à-dire que tout le monde travaillait sans compter, et toutes les choses sont... Comme le cadre d'action est différent, les ordres passent beaucoup plus vite, et il y a une véritable fluidité dans le commandement, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Merci. Mon colonel Villemot, je me tourne vers vous, Villeminot, pardon. Moi, j'aimerais que vous me parliez de quelque chose qui est un peu délicat, mais la résilience, c'est une forme de robustesse. Revenir à sa forme initiale, hein, c'est un peu l'esprit. Et j'aimerais que vous nous parliez de la résilience de la gendarmerie après la mort du colonel Arnaud Beltrame. Comment ça s'est passé? Eh bien, tout à l'heure, je vous disais que le gestionnaire de crise pouvait vivre des crises et qu'il fallait s'y préparer. Et donc, dans des exercices, il faut aller jusqu'à l'hypothèse la pire, c'est-à-dire l'hypothèse de la mort. Et la question qu'on pose ici, c'est vraiment la confrontation du gendarme face à la mort, qui, pour un citoyen, effectivement est une crise et qui peut le devenir pour nous. En revanche, l'essence même du métier de soldat et de militaire, c'est justement dans l'engagement ultime, c'est intégré dès le départ. Et donc ça veut dire que c'est une probabilité, ça peut arriver, c'est quelque chose, c'est pas une fatalité, mais c'est l'engagement ultime. Et donc quand on est bien préparé, qu'on a bien compris, intégré ses valeurs depuis le début de sa formation militaire, quelque part, le militaire derrière ne pleure pas ses morts, il les honore. Donc pour le cas d'Arnaud Beltrame, moi, personnellement je l'ai connu, hein, c'était quelqu'un, j'ai partagé les amphis avec lui. Si vous voulez, je pense qu'il était prêt dans son engagement, il s'était préparé, il avait intégré personnellement cette hypothèse de la mort. Mais les autres, pardon de vous interrompre, mais les autres, mon colonel. Oui, mais les autres, c'est important parce qu'à partir du moment où celui qui lui-même s'est préparé a été confronté à ça, ça devient un héros, ça ne devient pas une victime. Et donc, ça veut dire que les autres, derrière, ils ont honoré un héros, ils n'ont pas pleuré une victime. Comment est-ce qu'on remet les hommes dans un état normal après ça, après qu'ils ont vécu ça? Alors après, c'est plus au commandant de groupement de l'Aude à en parler, hein, plus que moi, parce que je n'étais pas son chef à l'instant, à ce moment-là. Mais quelque part, il y a la mission qui continue, il y a l'événement qui continue. Quand vous êtes dans un groupement de gendarmerie, vous gérez une crise, pendant la crise, il y a le reste des événements courants, il y a la vie courante, il y a la vie quotidienne, et puis il y a la crise. Et puis parfois, il y a d'autres crises qui vont survenir. Et dans l'Aude, par exemple, c'est typiquement un groupement qui a été durement frappé parce qu'ils ont eu des intempéries extrêmement graves au mois de septembre. Et je peux vous dire que les gendarmes n'ont pas chômé, qu'ils sont passés d'une crise à une autre. Alors je ne dis pas qu'ils ont balayé, ils sont dans le temps du souvenir, de la mémoire, à un moment peut-être anniversaire. Mais le quotidien a repris ses droits. Et à partir du moment où si vous voulez, vous êtes à nouveau accaparé par des nouvelles crises, quelque part, la vie continue. Question, merci mon colonel. Question à toi, Sylvain, au capitaine Giraud. Comment est-ce que, avec cette matière qui est toute nouvelle, hein, comme le disait le professeur à l'instant, on découvre tout. Comment est-ce que toi, tu peux réussir à former des gens à cette espèce de mystère, encore une fois? Enfin, je garde ce mot parce que je trouve que c'est tellement complexe. Comment tu fais? Alors, je pense que déjà, on ne découvre pas tout. La gendarmerie ne part pas de rien. Même si le terme de résilience, il est encore relativement récent, la gendarmerie forme ses recrues
depuis toujours. Donc après, il s'agit simplement d'être dans un état d'esprit de perpétuelle remise en question et d'essayer de toujours améliorer la formation de nos gendarmes pour être en phase avec ce qu'ils rencontrent sur le terrain. Donc non, il n'y a pas tout à construire, il y a des choses à améliorer. On peut par exemple améliorer notre dispositif de formation continue. On peut essayer de créer des structures qui permettent de former, d'entraîner nos gendarmes sur le terrain. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les missions s'enchaînent, on n'a pas toujours le temps, on ne peut pas toujours consacrer autant de temps qu'on le voudrait à l'instruction. Voilà, il y a plusieurs leviers, encore une fois. Est-ce que la gendarmerie est précurseur? Pardon, oui. Allez-y, professeur. Allez-y. Il y a chez les hommes, chez les êtres humains, on le sait, comme dans les organisations, un instinct de survie. Et c'est sur l'instinct de survie que l'on joue. C'est ceux qui, on a tous, et particulièrement vous, les militaires, étaient en situation de danger. Et on sait qu'il y a un mécanisme d'ailleurs chimique qui se produit, l'adrénaline, etc., qui nous amène à retrouver et à travailler notre instinct de survie, qui remonte au millénaire que nous savons. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Ouais. Est-ce que la gendarmerie est précurseur dans ce domaine? Est-ce que la police travaille là-dessus? Est-ce que vous avez connaissance de ça ou pas? Non, je ne me sentirais pas compétent pour répondre sur ce qui se passe côté police. Ce qui est certain, c'est que la machinerie de la formation en gendarmerie est quand même très efficace. Je pense récemment, j'ai eu l'occasion d'aller à Melun à l'occasion des commissions matières. Donc chaque année, vous avez des commissions qui se réunissent dans chaque domaine de la formation et qui remettent à plat tous les enseignements qui sont délivrés aux gendarmes et qui les font évoluer pour toujours être en cohérence avec ce qui est rencontré sur le terrain. D'accord. Une dernière question à vous, professeur, avant de prendre des questions de la salle. Est-ce que, et finalement, c'est quelque chose d'assez haut de gamme, le travail sur la résilience? Est-ce que dans l'entreprise, ce sont des grandes entreprises qui s'y intéressent, qui ont des moyens financiers à y consacrer, du temps à y consacrer? La gendarmerie le fait, c'est une grande institution. Est-ce que c'est vraiment l'apanage des grandes entreprises? Ça ne doit pas être l'apanage des grandes entreprises. Toutes les entreprises peuvent et sont concernées par des situations de crise, et si elles n'ont pas envie de disparaître, il faut qu'elles y soient préparées. Je disais tout à l'heure, je crois que le patron, le coordinateur de crise ou le directeur des risques, enfin peu importe les termes, dans une grande entreprise doit faire partie du comité exécutif. Dans une petite entreprise, c'est le patron qui doit assumer la fonction et qui doit penser au type de risques qui peuvent se manifester. Voilà, une prise d'otage, enfin bref, on ne va pas en faire la liste ici, mais dès lors qu'il y a une organisation, un certain nombre de moyens mis en place pour réaliser une mission, une activité, eh bien, il y a le principe de survie. Et pour survivre, il faut penser d'abord, il faut s'organiser. Et il faut se préparer, s'armer. Merci professeur. Dominique, je te propose que l'on passe aux questions. Là, on ne les a pas à l'écran malheureusement, donc j'ai les questions de Twitter et SMS. On ne les a pas à l'écran? Non, on ne les a pas eues pour la première table ronde, en fait, et je les reçois directement par SMS. Donc la première, injonction contradictoire, mon colonel Villomino. Les contingences politiques actuelles, faites d'hyper-immédiateté et d'hyper-communication, ne nuisent-elles pas à la résilience des organisations face aux enjeux de sécurité? C'est un risque, et c'est justement pour ça qu'il faut aujourd'hui revenir aux fondamentaux et que nos institutions qui contribuent à la résilience de l'État soient capables de faire face et de privilégier l'essentiel à l'accessoire. Alors ça ne veut pas dire que s'il y a des injonctions nouvelles qui viennent souvent, il ne faut pas s'en occuper. Mais ça veut dire qu'il y a quand même un cap à garder. Toute la réflexion que nous sommes en train de mener sur la robustesse du gendarme, elle nous semble stratégique, capitale. On travaille sur 10 ou 20 ans. On n'est pas là pour... effectivement, ça fait partie du socle de valeurs et des fondamentaux que l'on veut inculquer et que l'on veut développer. Et c'est justement un travail dans la durée qui doit justement permettre de rendre l'État plus résilient. J'ai une autre question Twitter qui vient d'arriver. Le leader vraiment résilient, n'est-ce pas celui qui sait faire face à ce que l'on n'a pas pu prévoir et à ce que l'on ne peut pas préparer?
Bon, j'ai une autre question Twitter. Non, vas-y, superbe tu la question reposes, tu la reposes philosophique. une deuxième fois. Non, j'ai dit, le leader vraiment résilient, n'est-ce pas celui qui sait faire face à ce que l'on ne peut pas prévoir, à ce que l'on ne peut pas préparer? Alors, moi, je vais commencer. Je vais vous laisser peut-être très rapidement. Pour avoir géré un certain nombre de crises, je me rappelle notamment de 3 prises d'otages en établissement pénitentiaire. Quand on gère celle d'après, on est focalisé par les enseignements de celle d'avant. Et quelque part, on est un peu influencé par ce qui s'est passé avant, et chaque crise est nouvelle. Et en fait, ce qui m'a frappé en 1 an et demi, j'ai eu 3 prises d'otages successives, à peu près dans le milieu carcéral. Et dans ces moments-là, en fait, on est toujours un petit peu conditionné par son expérience, son vécu. Et il faut se forcer à se dire que chaque situation est nouvelle et à refaire sa propre analyse. Quand on prépare des élèves, on les aide à préparer par exemple l'école de guerre, le S2, ils doivent faire des MRT, et tout le travers du mauvais élève quelque part, c'est qu'il calque des schémas préétablis et qui ne collent pas à la réalité. Et le vrai gestionnaire de crise, c'est celui qui est capable de comprendre la situation le plus rapidement possible, avec la difficulté que l'on connaît, avec l'immédiateté, le peu d'informations, ou le flux d'informations trop important. Il faut être capable de privilégier, de cibler l'essentiel par rapport à l'accessoire, de prioriser les choses, et de vraiment comprendre l'intelligence de la situation. Et c'est ça la difficulté. Je pense qu'effectivement, le rôle du chef en gestion de crise est primordial. Professeur, réponse à la même question. Oh, j'ajouterais que l'après-crise est important, parce qu'après chaque crise, il faut faire le point sur ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien, les bonnes réactions des uns et des autres. Et évidemment, la même crise ne se reproduira pas de la même manière, comme la question le dit fort bien, puisque chaque crise est nouvelle. Et j'ajouterais que l'apprentissage de la crise, ça passe, on a parlé de Wargame, etc., mais ça passe aussi par ce qu'on appelle les assessment centers, c'est-à-dire qu'on met des individus, le chef, l'équipe, etc., face à une situation qui est totalement imprévue, etc., on voit comment ils réagissent, comment ils sont ensemble, on les filme, etc. Tiens, question, mis à part le brillant mémoire de Sylvain Giraud sur la résilience, est-ce qu'il y a des livres, des manuels qui existent? Est-ce que quelqu'un a écrit, voilà, résilience, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, comme un plat cuisiné, comme tout un tas de choses d'ailleurs auxquelles... Il y a franchement, il n'y a pas un corpus. Il y a autant le travail sur résilience des individus, de travail aussi en termes de sociologie sur les groupes, etc., a été fait. Enfin, Édouard Chaliot le disait. Autant le travail sur résilience des organisations, etc., n'a pas été fait sur le plan fondamental. Il y a quelques thèses, enfin, qu'on a vues, mais pas de grandes publications. Alors, ceci étant, il y a des articles de vulgarisation que l'on peut trouver dans des bouquins de management, enfin bref. Mais, pas un travail fondamental. Sur le volet militaire, il y a 2 ouvrages qui sont extrêmement intéressants. Le premier, il a déjà été cité, c'est La densification de l'être, écrit par Gérard Chaput et les frères Venard. Et puis le deuxième, qu'on pourrait peut-être citer ici, c'est Sous le feu, qui a été écrit par Michel Goya, et qui est extrêmement intéressant. Donc là, c'est vraiment comment le militaire fait face à une situation, et justement, ça évoque toutes ces notions d'esprit de corps, d'esprit de cohésion et de préparation. On salue au passage le professeur Chaput, extraordinaire. Dominique, des Question de la salle? Ouais. Pas de questions? Si, notre ami Marc. Excuse-moi. Je vois mal, il faut que j'enlève mes lunettes. Le général Jean-Philippe Danède. Non, Bruno Kézac. Ouais. Mais merci de me comparer à mon glorieux ancien sous les ordres duquel j'ai été en Saône-et-Loire. Donc Bruno Kézac, il semble donc C'est pour ça que je disais que... ça, c'était un clin d'œil. Je Ouais. pensais que tu allais le relever. Il semble clair que l'État militaire est une force dans la démarche enfin la qualité des organisations à faire face à des situations de crise. Donc la militarité de la gendarmerie me paraît donc fondamentale à cet égard. Et donc ma première question irait directement au colonel Chevet. J'ai cru comprendre que la gendarmerie avait en quelque sorte pris la main sur la gestion de crise en Guadeloupe. Comment réagissent les autorités civiles face à la capacité d'une organisation qui, en théorie, doit répondre à sa demande, à sa prise en compte directe de la gestion de crise? Et la deuxième,
qui a d'ailleurs été récemment évoqué par Michel Goya. Est-ce que la frénésie actuelle de mutualisation, de réorganisation, de mise à mal du concept chef, mission, moyen n'est pas un obstacle à la qualité et à la capacité des outils militaires dans leur mission dans une situation de crise? Alors, de ce que j'ai pu percevoir à distance, bon, déjà, je vous disais, la préfète s'est retrouvée elle-même traumatisée, puisqu'elle a dû être évacuée de la préfecture et elle a été récupérée par les gendarmes. Voilà. Donc après, le travail s'est fait conjointement entre la préfète et le général Descoudes qui est arrivé juste après Irma. Je pense que jusqu'à l'arrivée du président de la République, ça s'est fait conjointement avec ce binôme, quoi. Voilà. Après l'arrivée du président de la République, oui, il y avait un certain nombre d'acteurs qui voulaient être sur la photo déjà, oui, c'est sûr. Ça, c'est pas gentil. Je ne vais pas parler du président de la République. Mais c'est tellement vrai. Il y a eu effectivement un moment de doute, c'est-à-dire lorsque compte tenu vraiment de la sécurité de la situation qui était hors norme, le président a voulu confier une mission un peu particulière au général Lescaut pour engerber en fait toutes les forces de résilience, je dirais, de Saint-Martin. Et finalement, ça n'a pas duré très longtemps, puisqu'il y a eu, ça posait plus de problèmes en fait que ça ne pouvait résoudre la situation. Ça a duré quelques jours. Ça a eu une contrainte, c'est-à-dire qu'en fait, il a fallu dédoubler l'état-major sur place, puisque le centre de planification de crise avait été projeté. Et en fait, les premiers renforts ont dû commencer à vouloir constituer un état-major dans l'état-major. Voilà. Et finalement, c'était assez compliqué, ça n'a pas duré très très longtemps. Alors, il y a eu une place d'armes avec quelques sous-préfets, voilà, qui ont voulu commander la gendarmerie. Et bon, voilà, c'était vite réglé et on est repassé rapidement, voilà, avec le corps préfectoral qui gère la crise. Je vois toute la résilience de la préfète, hein, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui a géré tout ça. Et puis à un moment, voilà, elle a été relevée et on est passé à d'autres choses, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai été à la fois politiquement correct ou... Mais je crois que dans les exercices de crise, en tous les cas, moi je l'ai vu pour des grosses entreprises, par définition, il faut apprendre à travailler ensemble. C'est indispensable. J'ai bien aimé, vous avez dit tout à l'heure, penser hors du cadre. Oui, c'était le fait alors que d'habitude, pour nous, la gendarmerie, on a des gens territorialement compétents, donc la gendarmerie départementale. Et la gendarmerie mobile apporte son concours. Et là, finalement, l'idée, c'était d'avoir des nouveaux officiers, des capitaines commandant l'escadron, leur confier un territoire, puisqu'on ne pouvait plus circuler. Hein, donc tous les transports se faisaient à pied, tous les mouvements se faisaient à pied. Donc d'avoir reconfiguré la chaîne hiérarchique locale. J'insisterai juste une dernière chose peut-être, c'est toute la difficulté. Il y a les acteurs locaux qui sont traumatisés et qui font du mieux possible, quels qu'ils soient, un gendarme et les autres. Et il y a ceux qui arrivent. Et en fait, la difficulté, c'est à la fois de ne pas arriver en un peu de façon caricaturale avec le FBI qui pousse les shérifs locaux et FBI prend la main. Donc à la fois, il faut ménager la connaissance du terrain par les acteurs locaux et la capacité à les coiffer ou à prendre la suite. Voilà. Et le curseur, en fait, c'est pas très facile. Donc nous, ça s'est fait de façon assez fluide, puisque le général Descouds commandait la compagnie et n'avait pas vécu Irma en direct. Pour le corps préfectoral, la difficulté, c'était d'arriver à avoir, ce qui ne s'est pas fait, c'est d'avoir un préfet qui coiffe la préfète locale. Et donc c'était un peu ce flottement avec des sous-préfets qui sont arrivés, mais qui n'avaient pas la légitimité d'être des préfets en titre. Voilà. Donc je pense que c'est ça qui a flotté un petit peu. Merci. Autre question ? Professeur, résilience militaire, résilience civile, c'est fondamentalement différent ou c'est exactement la même chose ? C'est la même chose, fondamentalement. Capacité à faire face, à s'organiser, c'est la même chose. Hein. Alors, évidemment, le caractère militaire de la gendarmerie, enfin, tout ce qui a été dit est important, renforce, facilite, par principe même. Hein, et
Moi, j'insiste beaucoup sur le travail commun qui doit être fait et les apports mutuels entre les deux systèmes, en quelque sorte, à travers des mises en situation mixant les populations. C'est pour ça que des directeurs de la sécurité qui sont formés avec des gendarmes sont des gens qui sont plus préparés à travailler avec eux, à les incorporer, à les utiliser. Dominique, une toute dernière question, si tu veux. Oui, il y en a une question de la salle. Il y en a plein sur Twitter. Ah bon, pardon, mais je ne vois pas bouger moi, dans la salle. Alors, Je vois voilà. pas. Ah oui. Au cinquième Pardon, je ne vois pas les mains se lever Alors, hein, au quand je cinquième dis. rang. Par ici. Je suis Escandre Hôpital, auditeur du MBA. On arrive vers la fin, donc je me permets une question philosophique. À l'heure où on parle, il y a des robots qui servent le café au Japon et il y a Google avec des moyens extraordinairement importants qui fait des recherches pour mettre des dispositifs électroniques au sein même de notre ADN. Donc la question que je voulais vous poser, c'est que est-ce que le véritable risque du collapse n'est pas celui de la disparition de l'homme? Et le véritable enjeu, finalement, n'est-il pas celui de la défense, non pas des biens, des vies, mais de la vie? Qu'est-ce qui se sent? Pas moi. Sylvain Giraud ou... C'est à ma gauche. C'est à ma gauche, en tout cas. J'ai des camarades très sympathiques dans l'Assemblée. Non, je ne pourrais pas m'étendre sur la question. Simplement, moi, je reste intimement persuadé que l'humain doit rester au cœur de nos problématiques, ce qui n'empêche pas de traiter, bien évidemment, les problèmes cyber, mais à l'origine, on retombe toujours sur l'humain. Donc ça reste, à mon avis, à mon sens, le principal levier. Colonel Limineo. Je ne sais pas trop quoi répondre à cette question. Mais c'est pas grave, il passera pas commandant, c'est tout. Il passera pas colonel, c'est tout. Il y a une devise d'une unité qui m'est chère qui dit qu'on s'engage pour la vie. Donc c'est évidemment la finalité ultime d'un gendarme, c'est de s'engager pour le respect de la vie. Donc c'est notre finalité. Effectivement, c'est vrai que c'est l'essentiel. Moi je pense qu'effectivement, on joue un peu à se faire peur avec les robots, avec les moyens techniques. Derrière on parle d'intelligence artificielle, on parle de... Bon, il faut intégrer toutes ces évolutions technologiques, mais moi je reste convaincu, effectivement, comme mon camarade, que notre génération, celle d'après, encore celle d'après, je suis convaincu que l'homme, effectivement, emportera l'adhésion en situation de crise. C'est quand même l'intelligence humaine qui permettra d'avoir ce discernement. On parlait tout à l'heure du chef qui était capable d'avoir le discernement pour aller chercher les priorités, comprendre une situation. Vous pouvez avoir toutes les machines de la Terre, tous les algorithmes que vous voulez. Il y a un moment, il y a un aspect humain. Je veux bien que vous mettiez une machine pour négocier avec un terroriste, mais avant qu'elle trouve les bons ressorts et les aspects dans une négociation rationnelle et avec des éléments passionnels, il y a des moments, il y a des timbres de voix, il y a des évocations, il y a un aspect, il y a des choses que l'on sent, si vous voulez. Je ne vais pas parler de French flair, mais si vous voulez, il y a un moment, il y a des choses qui sont du domaine de l'inné et tout n'est pas scientifique, voilà. Et donc l'homme reste au cœur quand même, en gestion de crise, reste au cœur de la résolution de la crise. Je ne sais pas si je réponds, mais voilà. J'aimerais bien avoir la réponse civile du professeur. En 30 secondes, là, on a fini, on a terminé, on a dépassé le temps. Mais bien sûr. Écoutez, moi je dirais que le seul fait, cher ami, cher monsieur, que vous posiez la question me rassure. Un robot ne pourrait pas poser la question que vous posez. Oh, c'est sur beau, notre c'est magnifique. Alors là, chapeau bas. Chapeau bas. Ah ben, moi, juste un mot, et puis ensuite, je te rends tout de suite la parole, Charles-Édouard. Eh bien, moi, je trouve que si on devait résumer cette deuxième table ronde, je garderais le mot de humilité, parce qu'il y a des choses passionnantes qui ont été dites par les uns les autres. Vous êtes des fins connaisseurs de cette question de la résilience. Mais on est quand même très humble par rapport à tout ça, parce qu'il y a encore énormément de choses sur lesquelles il faut travailler tous ensemble. Voilà. Merci, messieurs. Pour la conclusion scientifique de nos travaux, merci de me rejoindre, monsieur le professeur Xavier Latour, agrégé de droit public à l'Université de Nice, Sophie Antipolis. Vous êtes spécialiste du droit de la sécurité et de la défense.
Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, les organisateurs de ce colloque m'ont confié une mission impossible. Conclure sur un sujet qui ne peut pas être conclu parce que, comme l'a dit d'entrée de jeu le professeur Alain Boer, nous avons affaire à un sujet de combat. Donc je ne vais pas conclure, mais je vais simplement former le vœu que la réflexion, que l'analyse se poursuive. Et pour qu'elle se poursuive, j'ai tiré de nos travaux 3 enseignements. Premier enseignement, nous avons passé l'après-midi au cœur de la sécurité globale, avec un triple constat: l'imbrication de l'immatériel et du matériel. Sur l'immatériel, les interventions du professeur Nakache et du colonel Février ont été très éclairantes. L'imbrication également des intérêts privés et de l'intérêt général. Il n'y a pas d'opposition. La sécurité des uns et la sécurité des autres, au quotidien dans les entreprises ou plus ponctuellement lors d'événements comme les JO 2024. Et là, je renvoie pour les entreprises à l'intervention de mon ami Olivier Asside ou pour les JO à la présentation qui a été faite par Madame Févé et le capitaine Lacombe. Autre imbrication, celle du national et de l'international. L'intérieur et l'extérieur ne comptent plus. Il suffisait d'écouter mon ami le professeur Chéniaud pour le comprendre. Les frontières paraissent bien fragiles et les menaces extérieures sont en réalité nos menaces intérieures. De ce fait, les notions de souveraineté et de territoire résonnent étrangement. Il va falloir peut-être refondre la pensée, remanier la pensée sur ce point. En réalité, nous avons bien vu qu'il y a une approche maintenant multipolaire des risques, une approche transnationale des menaces, dans un État qui est devenu poreux aux vulnérabilités, mais qui reste essentiel pour prévenir ces risques et animer la résilience, parce qu'il faut bien animer la résilience. Il en va de la survie des organisations, comme l'a évoqué Maître Scaringella. Il en va aussi de la nécessité d'organiser le processus de résilience si on suit le raisonnement du professeur Chanu. Tout cela est indispensable pour éviter ce fameux collapse qui nous a retenus et que le commandant Fressin a présenté. L'enseignement suivant, il porte sur l'importance de l'hybridation. Bien sûr, nous pouvons continuer de raisonner à partir des matrices disciplinaires. Mais en réalité, il faut dépasser les paradigmes classiques. Nous pouvons également continuer de travailler à partir des approches institutionnelles fragmentées. Mais cela ne suffit plus pour appréhender les risques et résoudre les crises. Dernier enseignement, il concerne non pas l'État, mais la puissance publique. Il a été beaucoup question d'entreprise, et c'est normal, mais il serait faux de croire que l'État est devenu un acteur comme les autres. L'État est parfois décrié, malheureusement. Et pourtant, l'État demeure essentiel. La sécurité est certes globale, elle n'en reste pas moins d'abord et avant tout l'affaire de la puissance publique. C'est l'État qui est au cœur du contrat social, à travers la sécurité globale. Les acteurs classiques, dès lors, restent absolument incontournables, même s'ils agissent en réseau. Et parmi ces acteurs,
parmi ces acteurs classiques, parmi ces acteurs étatiques, il y a bien évidemment la gendarmerie nationale, force de résilience, pour reprendre l'expression du colonel Chevet à partir du retour d'expérience d'Irma, gendarmerie nationale au cœur du dispositif, parce que, comme l'a si bien expliqué le colonel Gilles Minot, la force de la gendarmerie, c'est la force avant tout des femmes et des hommes qui la composent, c'est la robustesse du gendarme sur laquelle il faut bien évidemment continuer de travailler. Moi, ce qui m'a frappé cet après-midi, au cours de nos débats, au cours de nos réflexions, c'est que finalement, on a vu apparaître, on a vu se confirmer plus exactement, la très grande modernité de la gendarmerie nationale face à ces risques et face à cet impératif de résilience. Et si la gendarmerie nationale est si bien placée au cœur de dispositifs, c'est parce que ses fondations sont solides, très solides. C'est aussi parce qu'elle investit au sens fort du terme dans la formation à travers les écoles de la gendarmerie, à travers le OGN, on l'a compris en écoutant le capitaine Giraud, et de surcroît, les gendarmes peuvent aussi approfondir leur formation grâce au MBA. Et pour conclure, je reprendrai la formule du MBA. Continuons de partager notre expertise pour renforcer notre sécurité. Je vous remercie. Merci, monsieur le professeur. Pour clôturer nos travaux, je vais appeler celui dont la légende dit qu'il a dirigé des grandes entreprises, souvent à l'export, entrecoupé de passages à la piscine, au SDEC. Il a même été directeur du renseignement, c'est-à-dire numéro 2 de la DGSE. Architecte de l'intelligence économique auprès de plusieurs premiers ministres, Alain Juillet, vous êtes président d'honneur du Club des directeurs de sûreté et vous présidez l'Académie de l'intelligence économique. Merci. Mon général, mesdames, messieurs, c'est très difficile de terminer comme ça parce qu'avec tout ce qui a été dit, et en plus il y a une conclusion, vous voyez qu'il ne reste plus grand-chose à dire. Mais quand même, il y a quelques points que j'ai notés sur lesquels moi je voudrais aussi ajouter ma petite contribution, si vous voulez, très rapidement. D'abord, c'est que aujourd'hui nous sommes, c'est clair, à un moment où les outils techniques ouvrent des champs de possibilités inimaginables il y a encore quelques années. Mais ne nous leurrons pas. Pour les diriger, pour les concevoir, il faudra toujours du monde. Et pour répondre à une question qui a été posée, si vous relisez les déclarations du patron de la recherche de Google, qui est à la pointe aujourd'hui de ce qu'ils peuvent faire de plus pointu, puisqu'ils en sont à imaginer de brancher les gens sur des ordinateurs pour les rendre plus intelligents. On ne sait pas qui sera le plus intelligent des deux, d'ailleurs, de l'homme ou de la machine. Il n'empêche qu'il y a un problème sur lequel personne n'arrive à trouver une solution, c'est l'intuition. L'intuition reste le propre de l'homme. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que ça veut dire que lorsqu'on nous dit « c'est la fin, les robots vont nous remplacer », non. Tant que les robots n'auront pas d'intuition, on sera toujours là, parce qu'à un moment donné, et là on est en plein dans la résilience et dans la gestion des crises, l'intuition est une des composantes du problème. Et je crois que le deuxième point, bien entendu, ça a été évoqué aussi par tout le monde, c'est ce partenariat public-privé qui est de plus en plus indispensable, puisqu'on s'aperçoit que dans le monde moderne, pour des raisons qui sont aussi bien financières que d'effectifs, que de responsabilité, bien, il faut qu'il y ait des échanges, il faut que qu'on s'enrichisse chacun de nos différences entre le public et le privé, entre l'administration et le militaire. Il faut qu'il y ait des échanges de tous les côtés. Et là, il faut bien dire, on en a eu la démonstration aujourd'hui, une fois de plus, la gendarmerie nationale est au cœur de cette évolution et il faut, je crois, s'en réjouir. Alors, on a eu des interventions très riches avec, j'ai remarqué personnellement, un certain nombre de convergences, mais aussi de divergences, il faut bien dire, hein, et en particulier sur ce problème de résilience. Parce que, en définitive, la résilience, on peut dire que c'est la capacité de survie
d'une entreprise ou d'une activité ou d'une administration après la concrétisation réelle d'un risque. Et évidemment, l'idéal, c'est qu'avec la résilience, on en sorte encore renforcé par rapport à ce qu'on était avant. Je dirais que c'est un peu la partie optimale. Mais ce qui est intéressant, à mon avis, dans le problème de la résilience, c'est qu'elle s'appuie, et ça a été évoqué par un certain nombre des intervenants, sur plusieurs éléments qui sont fondamentaux et qui ne sont pas, en réalité, des éléments techniques. Le premier, c'est le moral. Il ne faut jamais oublier que pour faire face à une crise, dans une situation de création de résilience, il faut un moral de fer, parce que tout vous tombe dessus, rien ne marche, et pourtant, il faut continuer à avancer. Il faut une volonté également, parce que et ça a été dit tout à l'heure très bien quand il a été évoqué en deuxième table ronde, le problème de Saint-Martin. Il faut qu'il y ait une volonté permanente qui permette de faire avancer les choses. Et puis quand même, il faut une capacité d'agir, il faut une capacité d'action, et cette capacité d'action, elle n'est pas à la portée de tout le monde. Et pour arriver à tout ça, j'ai retenu aussi qu'il y avait deux éléments qui s'ajoutaient au reste. C'est l'imagination, parce que lorsque vous êtes dans une situation où vous devez générer la résilience d'une activité, il faut que vous soyez imaginatif, mais également, on va le voir quand vous préparez ce type d'événement. Mais à côté, ça a été dit par le professeur Chanu tout à l'heure, mais il faut également le doute, parce que pour être efficace, il faut l'humilité, ça vient d'être rappelé maintenant, dans la dernière table ronde, mais il faut également le doute, moi ce que j'appelle le doute constructif, c'est-à-dire un doute qui vous permet de détecter à travers les fake news ce qui est vrai et ce qui est faux, et à partir du moment où vous utilisez que ce qui est vrai est de la meilleure manière possible, alors vous devenez beaucoup plus efficace. Alors, tout ça, ça suppose, si on veut faire face à ces situations, je crois qu'il ne faut pas oublier un certain nombre de choses. D'abord, c'est évident, il faut, pour l'avoir préparé, une situation de crise, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait « mais la meilleure solution, c'est l'improvisation ». Moi, je connais deux sociétés, on a parlé de Saint-Gobain, je ne vais pas vous le cacher, c'en est une des deux, mais il y en a une autre qui est une grande société de conseil qui vient de se faire planter aussi. Dans les deux cas, j'avais vu leur comité exécutif, on leur avait dit « attention, préparez-vous parce que ça va vous arriver ». La réponse a été « bien sûr que non ». Chez nous, tout est au point. Saint-Gobain est en train de perdre une fortune, 2 mois de usines bloquées, plus d'1 mois son administration bloquée, sans facturation, sans rien. Vous verrez les pertes en fin d'année. Et l'autre, la société de conseil, tous les clients sont terrorisés à l'idée que les secrets d'entreprise que détenait ce cabinet de conseil sont partis dans la nature. Donc, eh bien, pourquoi c'est arrivé ? C'est parce qu'ils n'avaient pas préparé. Et je crois que ça, il faut se préparer. Mais pour se préparer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je dirais, préméditer ce qui pourrait se passer pour essayer justement d'avoir des réponses. Bien, il faut d'abord du renseignement. Et moi, je voudrais insister là-dessus. On a besoin de renseignements dans ce type d'activité, renseignements sur l'identification des risques, sur ce qui a pu se faire ailleurs, les solutions qui ont été trouvées, enfin tout. On a besoin d'un renseignement global par rapport à ce qui pourrait bien se passer. Il faut acquérir une capacité d'anticipation. Anticipation, ça veut dire avoir mis en place des éléments qui permettront de répondre si ça se produit. Il faut une formation, parce que moi je vois dans les entreprises, s'il n'y a pas formation du personnel, ça ne marche pas. Alors, dans l'administration aussi, chez vous, vous avez une chance, c'est que justement la gendarmerie se préoccupe de ce type de formation. Mais globalement, reconnaissons que dans la plupart des cas, ce n'est pas ce qui se passe. Et puis enfin, il y a l'organisation elle-même, des capacités de réaction, des capacités de gestion de crise et de résilience. Et là, ça a été dit d'ailleurs, il faut des cellules de crise, il faut des experts internes ou externes. Et puis j'ajouterais, moi, qu'il faut à ça aussi de l'entraînement. Parce que la gestion de crise, ça ne s'improvise pas. Et une fois qu'on a conçu une cellule de crise ou une organisation pour répondre à un problème, il faut expérimenter, il faut faire des répétitions, comme ça a été dit tout à l'heure. Il faut faire des répétitions de manière à être le plus efficace possible et corriger les erreurs. Parce que lorsqu'on fait des répétitions, on s'aperçoit qu'on avait oublié ça, qu'on n'avait pas préparé ça, que ça, ce n'est pas exactement l'endroit où c'était prévu, et ainsi de suite. Donc il y a toute une réflexion à mener qui permet d'être
le plus efficace possible. Et cette réflexion, elle doit être faite de manière... Cette répétition, ce travail doit être fait de manière répétitive, parce que les choses évoluent tout le temps. On est dans un monde en pleine évolution, les entreprises, les administrations, tout le monde évolue, et ce qui était valable hier n'est plus valable aujourd'hui et sera encore moins valable demain. À chaque fois, il faut qu'on s'adapte et qu'on évolue. Alors, la résilience, on l'a dit, elle dépend du risque. Et si le niveau du risque atteint le collapse, c'est-à-dire l'arrêt total, parce que je précise tout de suite, j'ai entendu aussi des choses là-dessus, à ma connaissance, le mot collapse, effectivement, bien de chez les Anglais, c'est l'arrêt total. Tout s'arrête. Une ville s'arrête, imaginez ce qui arriverait si Paris, par exemple, s'arrêtait pendant 6 heures. Tout dans Paris s'arrête. Ça vient d'arriver il y a quelques mois dans une ville de Corée du Nord où pendant 12 heures, plus rien n'a marché. Absolument plus rien. Et là, on est dans le collapse. Alors ce collapse, lui, eh bien, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, il faut trouver des chemins de traverse. Il faut imaginer à l'avance qu'est-ce qui pourrait bien se passer. Il faut trouver des moyens de substitution pour essayer de faire face. Si j'ai plus d'ascenseur, eh bien, est-ce que j'ai un escalier ? C'est tout bête, mais c'est valable dans les deux sens d'ailleurs. S'il y a un incendie, si ma cage d'escalier, est-ce que j'ai un autre escalier de secours ? C'est pareil. Il faut réfléchir à des solutions. Et nier le risque, parce qu'on l'entend bien entendu, et on le voit dans les entreprises en particulier, nier le risque est généralement mortel à partir du moment où on le nie dans la durée. C'est-à-dire qu'on considère dans le temps que rien ne se passera. Parce que avoir peur diminue la capacité de résilience. On a évoqué le problème de la peur. Mais le problème de la peur, c'est que pour être efficace, il faut l'apprivoiser. Le problème de la peur, elle se contrôle par la formation, elle se contrôle par l'entraînement. Et justement, je pense que des formations comme le MBA qui nous réunit tous aujourd'hui, eh bien, nous prépare tous ceux qui le suivent à ces compléments de formation par rapport à nos formations générales, et pour ceux qui suivent le MBA à la formation de l'OIGN, et ça les prépare à être capables d'avoir des réponses, ça les prépare à être capables de comprendre ce qui se passe. Parce qu'en face de vous, et là je parle à ceux qui font le MBA actuellement, eh bien vous aurez des entreprises, c'est clair. Et vous verrez, parce que là il ne faut pas se leurrer, il faut arrêter de croire que les entreprises elles sont super pointues, c'est pas vrai. La plupart ne seront absolument pas prêtes quand il leur arrivera quelque chose. Elles ne seront pas prêtes à gérer efficacement la crise, parce qu'elles n'auront rien fait, elles n'y auront pas cru, elles auront pensé que c'était pour les autres, et du coup, quand ça arrivera, qu'est-ce qui se passera ? Eh bien, c'est vous sur lequel une bonne partie de la responsabilité, on ne devrait pas juger les choses comme ça, mais c'est vrai, une bonne partie de la responsabilité reposera. Parce que votre force à vous, ce sera d'agir d'abord, parce que vous savez ce qu'il faut faire, et puis vous pourrez, mine de rien, les conseiller efficacement, parce que vous avez appris à gérer les crises, vous savez ce que c'est, et vous savez comment on peut faire bouger les choses. Alors certes, on ne sera plus dans l'anticipation, mais au moins, on sera dans un processus qui sera piloté convenablement, grâce à vous. Donc, et c'est pour ça que je crois que tout ce que vous avez appris, déjà, tout ce que vous acquérez par l'expérience sera très utile, parce qu'il faut bien vous dire que dans les crises futures, dans ce partenariat public-privé, c'est le plus expérimenté et le plus solide qui pilote l'ensemble. Et il faut bien le dire, dans la plupart des cas, c'est un bien, mais ce n'est pas facile. Ça reposera sur vous. Merci. Merci Alain Juillet. Je m'associe au département du MBA pour vous remercier de votre présence à tous avec nous. Je remercie Madame le professeur, Messieurs les professeurs, tous les intervenants, l'école militaire, l'Amphifoch, les techniciens, merci à vous. Les partenaires académiques du MBA, donc HEC et Paris 2, Panthéon-Assas. Les partenaires institutionnels du MBA, la Marine nationale, avec l'Alfusco, avec les commandos marines, le département de la sécurité nucléaire du ministère de la Transition écologique et solidaire, l'INESJ, le CDSE, l'Agora des directeurs sûreté, nos partenaires privés Airbus Hélicoptère, le groupe Renault, ArcelorMittal, la CASDEN, AEF Info, l'IESAS,
nos partenaires de la gendarmerie pour recevoir le MBA tout au long de l'année, le GIGN, la gendarmerie des transports maritimes, la gendarmerie des transports aériens, le CNFEG de Saint-Astier. Je remercie mes 2 camarades, présidents de l'Alumni et présidente d'honneur de l'Alumni, Stéphane Suquet et Franck Millos, de m'avoir envoyé plein de SMS pour faire des fausses questions Twitter tout à l'heure. Merci à vous tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour un cocktail à côté. Non ? L'espace, c'est fini. Bon, bah, et bien, à très bientôt. Et non. Pardon, il fait une boulette. T'avais pas un... Non, j'avais vu.